Bonjour à tous. Merci Françoise de cette invitation. Alors, depuis peu, je me définis comme partenaire en santé avec une expérience patient. Et il y a même quelques mois, je me présentais comme patiente partenaire. Tout ça pour dire que si je suis sûre que les savoirs expérientiels dont on parle tout le temps sont évolutifs, ben, la nomination aussi. En tout cas, moi, je le vis comme ça parce que j'ai vraiment idée qu'on est au tout début d'un changement de paradigme et donc même la sémantique est en évolution. Alors, pourquoi dire partenaire en santé avec une expérience patient? Parce que je crois que le focus, c'est important qu'il soit sur le mot partenaire et pas sur le mot patient. Parce que je ne me résume pas à mon histoire avec la maladie. Voilà, c'est juste un petit bout de l'une de mes trajectoires. Et surtout, ça suppose que je puisse être partenaire en santé dans plusieurs contextes. Alors, effectivement, et puis ça évite le « ah » parce que patient, c'est un métier. La phrase qu'aucun des patients que nous sommes ne se pose. Parce qu'on sait tous que se soigner, c'est une vraie job, comme disent les Québécois. Et je commence même à parler québécois. J'y suis arrivée hier, hein, je suis à Montréal avec vous ce matin. Oui. Alors, cependant, sur mon bulletin de salaire, sur mon contrat de travail à la clinique Tivoli-Ducos à Bordeaux, il est noté patiente partenaire. Et c'est cette dénomination que j'ai choisie avec mes employeurs il y a 5 ans. Donc, ce qui m'occupe le plus, c'est-à-dire dans le cadre d'un contrat, c'est être patiente partenaire dans une équipe d'oncologie. Très brièvement, et la plupart d'entre vous le savent, j'accompagne des femmes touchées par un cancer du sein, comme je l'ai été moi-même il y a quelques années. Mais je suis aussi partenaire de l'équipe des professionnels de santé pour penser ensemble l'organisation des soins. Et puis, et je vais faire le lien avec Sandra, partenaire des associations qui font le lien entre la clinique et la ville, entre l'hôpital et la ville. Et on a beaucoup de chance à Bordeaux, on a un maillage associatif de grande qualité. Mais pour la plupart du temps, en tout cas, les patientes que j'accompagne, c'est nous, parce que nous sommes 3, il y a une coordinatrice de parcours et aussi une autre patiente partenaire, qui orientons en fonction de leurs besoins vers les associations. Donc, je pense que là, le partenariat en santé et le patient partenaire peut avoir un rôle vers les associations. Donc ça, c'est un travail qui m'occupe 3 jours par semaine et je dois vous dire que depuis 1 an, c'est dans le cadre d'un appel à projet de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc, mon poste est financé pendant 3 ans et à 50%, d'une part par l'ARS et les autres 50% pour l'établissement de soins. Tout ça pour dire qu'il y a quand même une démarche des institutions à favoriser ça. Et j'ai plusieurs collègues, nous sommes 10 à profiter de cet appel à projet pendant 3 ans en Nouvelle-Aquitaine. Et je crois que certains ou certaines sont là et je les salue. Je m'intéresse aussi de… Oui, alors je te coupe parce que comme tu m'as dit, c'est vrai, tu peux parler, mais juste une question avant. Peux-tu nous expliquer de comment tu t'es formée, comment tu es arrivée à avoir ce poste? Oui, alors la formation, c'est un grand débat qui pourrait nous occuper longtemps. Est-ce que les patients partenaires doivent être formés au Mais risque… là, je parle de toi. Ok. Aujourd'hui, en fait, on est en train de donner des pistes, mais on ne va pas rentrer dans ce débat de savoir s'il faut être formé ou pas. Aujourd'hui, l'idée, c'est de donner des pistes pour que derrière, on dise « Ah bah tiens, ça existe, eh bien, je vais aller voir. » Ou ça ne me convient pas. Ok. Donc, en 2015, pour ma part, une expérience significative de la vie avec la maladie et les traitements. Et en 2017, j'intègre l'UDP, l'Université des patients, pour un diplôme universitaire, mission d'accompagnement de parcours du patient en cancérologie. Quand je m'installe sur les bancs de l'université en septembre 2017, je n'ai pas du tout l'idée que c'est le tout début d'une bifurcation professionnelle et pourtant ça va être le cas. C'est-à-dire que lors d'un stage d'observation proposé lors de ce DU, je me rapproche de l'équipe de soins, l'équipe des professionnels de santé qui m'avaient accompagnée 2 ans auparavant et je fais ce fameux stage d'observation pendant 3 mois à raison d'1 ou 2 jours par semaine.
et je ne repartirai pas en fait. Au bout des 3 mois de ce stage, je reste bénévole pendant 1 an parce que les patientes que j'ai accompagnées vont dire quels sont les impacts sur eux. Et fin 2018, on me propose un contrat à durée indéterminée pour lequel je suis payée. Ce qui est intéressant et ce qui est remarquable, c'est que les patientes que j'ai accompagnées sont devenues partenaires de ce dispositif en allant expliquer en quoi ça avait été important pendant leur parcours de soins. Et puis, très vite, mon temps va augmenter, je vais arrêter mon autre travail et là, on va rencontrer quelqu'un de l'ARS Nouvelle-Aquitaine à qui on va expliquer ce que l'on fait et ça va servir de base à l'appel à projet de Nouvelle-Aquitaine qui concerne maintenant 7 établissements de soins. À la suite de ça, moi, j'ai continué des formations. Pour moi, c'est important d'être formée et surtout de mutualiser avec mes pairs ce que je crois avoir compris au cours de la trajectoire avec la maladie. Et c'est à ce prix-là, mais c'est excessivement personnel, que je peux élaborer et peut-être mettre au service des autres ce que j'ai appris de façon empirique. Est-ce que ça va, Françoise ? Oui, très bien. Et alors, justement, quel serait le conseil que toi, ou les conseils que tu pourrais donner à des patients qui souhaitent s'engager dans un établissement de soins? Tu as parlé des formations, mais tu as dit que ce n'était pas non plus le premier, mais c'est l'envie, c'est… Alors, d'abord, je crois que la première chose, c'est peut-être pousser avec délicatesse les portes légèrement entrouvertes. Je vous déconseille les portes très cadenassées. J'ai essayé, ça se passe toujours mal. Donc, si la porte est un petit peu ouverte, on peut pousser cette porte. Et puis là, à partir de là, il faut être force de proposition, je crois, en s'appuyant sur des expérimentations en France ou ailleurs. Ne réinventons pas les choses à chaque fois. Et co-construire la fiche de poste avec les professionnels de santé pour vraiment définir quels sont leurs attendus à eux, quels sont leurs attendus à nous, quelles sont en bref les missions que l'on pourra assurer. Et puis, je crois qu'il faut repérer la personne qui a déjà cette idée de la nécessité de la conjugaison des savoirs et qui va probablement embarquer avec elle le reste de l'équipe. Parfois, c'est 1 ou 2 personnes qui, grâce à la façon dont ils vont présenter les choses, vont pouvoir embarquer les autres. Peut-être, mais là j'ai changé depuis 2 jours, je vais vous expliquer pourquoi, peut-être débuter par un stage non rémunéré, mais en ayant idée que c'est vraiment une étape et seulement une étape et que ça ne doit pas s'inscrire dans la durée. Je vais vous dire pourquoi j'ai changé d'avis tout à l'heure. Ensuite, il faut absolument favoriser l'évaluation. Il ne s'agit pas de dire qu'on fait du bien aux uns ou aux autres. Il faut le montrer, le démontrer. Donc, il faut se prêter au jeu de l'évaluation. Vraiment, c'est très important. Quels sont les impacts pour les patients que l'on accompagne, mais aussi quels sont les impacts pour les professionnels de santé. Comment ça participe à l'amélioration continue des soins, de leur qualité, de leur pertinence, parce que je crois vraiment qu'il y a peu d'équipes qui ont eu l'audace de se lancer, mais je crois que personne ne recule. Donc, ça vaut le coup d'y aller. Pourquoi j'ai un peu changé d'avis? Parce qu'avant-hier, j'ai fait une intervention avec Bérénice Tedel du CCOMS, je ne sais pas si vous connaissez, en santé mentale. Et il y a vraiment, alors, médiateur en santé pair. Eh ben, c'est un peu comme ce que je vous racontais tout à l'heure. Ils ont choisi cette formulation parce qu'on peut enlever pair, parce qu'on nous demande toujours de quand date notre maladie, est-ce qu'on a encore des savoirs valables si ça fait plusieurs années. Donc, autant avec une expérience patient que pair, ça peut sauter. Toujours est-il qu'il y a 170 médiateurs pairs en santé qui sont salariés dans des établissements de soins depuis une dizaine d'années. Et eux, ils sont rémunérés avec un contrat de travail dès leur formation. C'est-à-dire qu'il y a une licence qui est proposée à Paris depuis 10 ans et à Bordeaux depuis 2 mois, où le futur médiateur en santé pair… Et à Lyon? Non, pas dans le cadre de l'OMS. Ah, peut-être pas, mais alors dans une autre formation pour la santé mentale. En tout cas, le patient est 1 semaine par mois en formation à l'université
Et 3 semaines par mois dans un établissement de soins, c'est comme en alternance en fait. Mais il a un contrat de travail et il est rémunéré. Et peut-être pourquoi la cancérologie invente des choses alors que depuis 10 ans en santé mentale, ce modèle ou cette expérimentation a fait ses preuves et est opérationnelle. Je crois qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions. Pourquoi pas s'inspirer de ça? Pourquoi avoir à batailler, à commencer par faire des stages? Si on est persuadé que le patient partenaire accompagnateur dans les établissements de soins est un nouvel acteur du système de santé qui peut profiter à tout le monde. Parce que ce que raconte Sandra, ce que va raconter Lise tout à l'heure et moi-même, au bout du bout, ce qu'on veut, c'est améliorer l'expérience patient de chaque citoyen qui aura un lien à un moment avec le système de santé. Tout à fait, tout à fait. Alors, peut-être une dernière question, c'est, pareil, comme je l'ai posé à Sandra, l'avenir des patients qualifiés pour toi. Tu viens déjà de donner une idée qui est de dire qu'il faut aller aussi regarder ailleurs. Et je pense que l'avenir, c'est aussi ça. Ce n'est pas seulement d'être en silo, de se dire chacun dans sa pathologie et ne pas connaître. Et que plus on sera informé sur cet écosystème et comment il marche, et plus ce sera facile. Mais tu as peut-être d'autres idées. Alors déjà, il y a des signes en faveur de l'engagement des patients. Hein. Il y a la recommandation de la HAS sur l'engagement des patients, il y a Ma Santé 2022, la stratégie décennale de lutte contre le cancer, Sandrine Montgolfier qui est ici et que je ne vois pas, mais dont je vois le nom, qui a en charge une chaire sur la démocratie en santé. Enfin, waouh! Je veux dire, je pense vraiment que le partenariat en santé est le levier le plus efficace pour la démocratie en santé. Maintenant, il faut absolument, il me semble, travailler sur le statut de ce nouvel acteur. Parce que là, on se mélange tous, on confond les niveaux d'engagement. Je suis d'accord avec Sandra que s'engager 1 heure ou 2 heures par mois pour témoigner ou pour répondre à une enquête n'est pas du tout la même chose que travailler dans un établissement de soins 3 heures, 3 jours par semaine. Je crois aussi que la différence dans les engagements, c'est que les patients, ils ne dévoilent pas facilement leur vulnérabilité et pas facilement la vulnérabilité de la maladie parce que dans notre société, il y a la tyrannie de la pensée positive. Il faut garder le moral envers et contre tout, toujours. Et du coup, on ne se dévoile pas beaucoup parce qu'il y a toujours quelqu'un pour nous dire « garde le moral et ça va aller », c'est ça la guérison. Je crois que la culture de l'accompagnement dans les établissements de soins, c'est vraiment aller vers. C'est pas là. Moi, j'accompagne des dames, des femmes qui vont à la Ligue contre le cancer, à Jeunes et Roses, à la Maison Rose, et qui ont un tas de ressources autour d'elles et qui viennent encore me solliciter. C'est pas qu'elles n'ont pas besoin du partenariat en santé, c'est qu'elles ont d'énormes ressources. Moi, c'est la patiente qui me dit, de toute façon, je ne vous appellerai pas parce que je n'ose pas vous déranger, qui m'intéresse au premier chef et qui n'a pas les moyens d'aller dans les associations dont vous parlez parce qu'elle n'ose pas ou alors elle n'identifie pas ses difficultés, elle a du mal à les verbaliser et au final, elle n'est pas accompagnée. Je crois qu'il y a vraiment, et Sandra l'a dit tout à l'heure, je pense que le partenariat en santé est une façon très, très essentielle de lutter contre les inégalités sociales et ce qu'on appelle les ISS. Et ça, je pense que c'est une vraie responsabilité.